veux dire un petit mot sur la mobilité en général, ou on fait un tour de table pour commencer? Je pense que sur la mobilité et les enjeux qu'elle est en train de connaître, on l'a évoqué à la première table ronde, il faut qu'elle soit respectueuse de l'environnement, plus fluide, toujours avec des enjeux de sécurité. Je ne fais que paraphraser des éléments qui ont été dits avant. Je vous propose de commencer donc rapidement par le tour de table pour vous présenter votre organisation. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël Cariglio, je fais partie du groupe Transdev. Transdev est un opérateur et un intégrateur de mobilité qui est présent dans plus de 20 pays et qui transporte 11 millions de passagers par jour. La mobilité est le cœur de notre activité, le cœur de nos activités d'innovation. Et on conçoit la mobilité sans trop rentrer dans le détail dans un premier temps, en parlant chez nous de PACE, c'est-à-dire d'une mobilité qui est toujours plus personnalisée, plus autonome, plus connectée et plus environmental friendly, donc respectueuse de l'environnement. Bonjour, alors je suis Jean-François Dino de Via Idée. Via Idée, c'est un accélérateur et fonds d'investissement de start-up de mobilité qui fait partie du groupe Mobivia. Chez Via Idée, en fait, on investit et on accompagne une vingtaine de start-up aujourd'hui à travers le monde. On ne choisit que des start-up qui soient sur des mobilités du quotidien, intelligentes et durables. On a des toutes jeunes start-up, on a 2 incubateurs à Paris qui alimentent en jeunes projets notre structure. Et on a aussi des start-up matures du type Drivey, Hitch, Smooth ou Gojek en Indonésie. Bonjour à tous, je suis Cécile Goubet, secrétaire générale de l'association Aver France. Donc l'Aver France est une association loi 1901 qui a pour objectif de contribuer au déploiement de la mobilité électrique. Donc l'idée c'est de mettre un peu tout le monde autour de la table, tous les acteurs de tous les secteurs, et on sait qu'ils sont extrêmement divers et variés dans la mobilité électrique, et de discuter ensemble des pistes et des opportunités à développer pour garantir le meilleur déploiement possible de la mobilité électrique. Bien, bonjour aussi à tous. Moi, je dirige l'UIC. L'UIC qui est l'Association internationale des chemins de fer, bientôt centenaire. Je parle de l'association. Elle regroupe donc tous les chemins de fer du monde entier, couvrant une centaine de pays, une quarantaine d'universités et quelques centres de recherche. Notre principal objet est effectivement de développer des projets de recherche et de promouvoir les valeurs du chemin de fer dans le cadre aujourd'hui d'une nouvelle chaîne de mobilité dont nous allons bien sûr parler. Nous travaillons aussi très étroitement avec les Nations Unies, avec l'OCDE et les grands bailleurs de fonds sur des grands projets de corridors ou de mobilité intracity et intercity. Bien évidemment, au-delà de tous ces projets très techniques, nous avons anticipé il y a quelques années, par la création d'une plateforme digitale, l'impact de toute cette évolution de information technology à digital technology sur le business même de nos membres et des transports. Et ce que je peux dire, c'est au travers donc, du benchmark qu'on est amené à faire avec les 240 membres qui font partie de notre association, ce que certains appellent le futur est parfois ailleurs déjà le présent. Bonjour, merci aux organisateurs d'organiser cette magnifique matinée avec des intervenants vraiment de très haut calibre. Moi, je suis Gilbert Réveillon, je suis conseiller du commerce extérieur et depuis 20 ans déjà, et je représente donc ce réseau sur 4000 dirigeants d'entreprise, 120 pays, et je représente donc tout ce qui est TIC, économie numérique, où on pousse auprès du gouvernement français des white papers, des livres blancs sur des sujets stratégiques où on veut essayer de positionner la France à l'export ou l'attractivité du territoire, donc tous les sujets qu'on a entendus tout à l'heure. À cet égard, ça fait pratiquement maintenant 7-8 ans qu'on a des thématiques stratégiques. La première d'entre elles a été tout ce qui touchait à l'intelligence artificielle. L'année d'après, c'était donc la cybersécurité. L'année dernière, c'était tout ce qui touchait à la blockchain. Et donc, on a une veille planétaire de dirigeants d'entreprises françaises qui sont dans ces pays-là et qui remontent de l'information sur la stratégie des gameplays, des players, de ceux qui sont dans la mondialisation en train de pousser des nouvelles technos. Et là, la France a une carte à jouer.
Et plus spécifiquement au niveau de l'UIC, donc là j'ai été très impressionné par le travail que peut faire l'UIC avec cette plateforme digitale montée par la vision stratégique de Jean-Pierre, mais aussi de son CDO, Chief Digital Officer. Donc il y a déjà un CDO à l'UIC, Francis Bedel, qui est dans la salle, et on a travaillé avec un prestataire, Primis, pour la création d'une blockchain, où c'est une nouvelle révolution, c'est une nouvelle transformation numérique très profonde qui touche tous les secteurs d'activité et toutes les industries. Et donc on parlera de ce projet-là de blockchain pour montrer comment la blockchain aide, en fin de compte, à transcender encore mieux tout ce qui peut être fait avec l'intelligence artificielle et tout ce qui peut arriver avec l'Internet des objets. Et dans le ferroviaire, le fret ferroviaire notamment, mais pas que, mais aussi passager, est vraiment amené à être en avance de phase sur le fret, notamment par l'EDI, Electronic Data Interchange, qui existe déjà. Et je vous montrerai un petit film sur ce qu'on fait au niveau de OBOR, One Belt, One Road, qui est un investissement ultra stratégique du gouvernement chinois, avec des plans à plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissement en infrastructure sur 60 pays, infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, aéroportuaires. Et l'idée, c'est de positionner une plateforme de blockchain française dans ce dispositif-là, au travers de la plateforme digitale de l'UIC. Tu nous en diras plus tout à l'heure, avec plaisir. Oui. Alors, Jean-François, on va commencer par vous, pour la première question. En tant qu'incubateur, accélérateur, je pense que vous êtes au cœur de la transformation sur les sujets de mobilité. Comment vous voyez ces évolutions? Quel panorama pouvez-vous nous faire de ce qui est en train de changer? En fait, notre sujet, c'est d'essayer le plus souvent d'avoir un coup d'avance et d'essayer de comprendre les trucs un peu avant les autres pour se tromper moins que les autres dans nos investissements. Je suis très humble dans ce qu'on dit parce qu'on se trompe aussi et beaucoup. Mais le métier qui est d'être un investisseur tôt dans des projets de start-up, c'est de réussir à anticiper les choses avec pas mal d'années d'avance, parce que le temps qu'une start-up se développe et qu'elle arrive sur le marché, il faut que ça soit pile au moment où le marché est là. 80% des échecs sont humains, mais aussi cette liaison du bon momentum entre mon innovation arrive sur le marché au moment où il y a un marché, ou alors j'ai su créer cette demande. Et ce qui est assez intéressant, et la chance qu'on a dans le monde de la mobilité, c'est que la transformation qu'on vit ici, on peut la lire, la regarder à l'image de ce qui s'est passé dans d'autres secteurs. On a la chance de ne pas être les premiers à être fondamentalement transformés. Il y a des choses qui se passent différemment que d'autres secteurs, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a des analogies qu'on peut aller chercher. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde du retail, du télécom, des médias, on a vécu 3-4 grandes phases assez structurantes à chaque fois. L'arrivée du digital qui a généré une disruption de modèle, qui a généré surtout une profusion de services. Si on prend que le retail, vous vous souvenez de l'époque où naissaient des dizaines de sites e-commerce par jour en France. Ça a été une période de profusion de nouveaux commerces. Cette profusion, elle crée un besoin d'agrégation, de guides, de comparateurs. Donc vous vous souvenez des moments où on passait sur du Quelcou, sur du leguide.com, etc., qui passe encore sur ces outils-là aujourd'hui. Plus grand monde. Parce que, en fait, ce monde-là s'est transformé en marketplace, et ces marketplaces se transforment en écosystème avec au passage la notion de passer au forfait, à l'illimité, etc. Donc ce qu'on a vu sur le retail, on l'a vu sur le télécom, on le vit dans les médias ou dans la télé aujourd'hui avec l'étape Netflix où on est sur une forfaitisation de tout cela. Dans le monde des mobilités, on a vécu ces 10 dernières années, pour le faire court, une profusion de nouveaux services purs digitaux ou des nouveaux services qui sont venus disrupter certains modèles. Drive sur la location entre particuliers, Hitch ou Uber ou chauffeur privé sur le VTC, le vélo en free floating dont on vient de vivre le raz-de-marée et dont on vit une partie du reflux vers l'Asie aujourd'hui. Tout ça a amené une profusion qui fait qu'on a de plus en plus besoin de comparateurs et de guides, des city mappers, des Waze et autres dont on a parlé.
et que ça serait bien que ces comparateurs ils aient des liens vers le bouton je réserve, voir que j'ai pas à ressaisir ma carte à chaque fois dans un compte unique, et on commence à parler de masse, et le masse ça va être mon compte unique et puis un jour illimité. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est l'étape où tous ces grands acteurs se réunissent en écosystème. Donc quand j'ai fini, quand je suis Amazon ou Alibaba et que j'ai fini mon vertical sur le retail, je lorgne sur les autres. Donc pourquoi les plus gros investisseurs dans le free floating du vélo aujourd'hui, c'est Tencent ou Alibaba? C'est que la mobilité, c'est un des verticaux qui les intéresse beaucoup parce que c'est des choses qu'on touche tous les jours. Et ça commence toujours par ça, ça commence par le truc que j'utilise avec une très haute fréquence. C'est pour ça qu'Amazon a commencé par vendre des livres et de la musique. C'est ce qui est vendu le plus souvent, le plus fréquemment et qui en dit le plus sur qui je suis. Et donc, je termine cette analogie. Dans le monde de la mobilité, qu'est-ce que je touche tous les jours? C'est mon transport en commun, de masse, qui en dit beaucoup sur moi parce qu'il me dit mes horaires de travail, où j'habite, etc., etc. Mais autour de ce transport en commun, il y a des tonnes on parle de premier kilomètre, dernier kilomètre, comment je transporte mes enfants, comment je transporte les personnes en situation de mobilité réduite, etc., etc. Tout cet écosystème est en train de se structurer autour de ça. Donc, si je devais positionner le curseur, aujourd'hui, on est dans une étape où on vit cette étape d'agrégation, de besoins, de guides, etc. On est pleinement dedans. Quand on est un investisseur, on s'intéresse à la phase suivante ou à la phase d'après, qui est la phase où j'agrège ces services, mais je les forfaitise, je les package, je les rends beaucoup plus transparents au final. Et puis je fais attention à cet aspect d'écosystème où quel est le titan qui va gagner dans cette histoire. Merci. Alors, Raphaël, en tant que coopérateur, comment vous voyez aussi ces transformations, ces phases? Pour vous, dans quelle vague on se trouve en ce moment et pour demain, un futur proche en termes de mobilité? Alors, moi d'abord, je suis assez d'accord avec le constat que tu fais. Je mettrais une nuance, c'est que effectivement, ça n'a pas commencé dans le secteur de la mobilité, mais la plus grosse disruption, qui porte le terme d'ailleurs d'ubérisation, qui est une entreprise de notre secteur, elle est arrivée dans la mobilité et elle est arrivée il n'y a pas 10 ans. C'est ça qui est incroyable, c'est que Uber n'a pas 10 ans aujourd'hui. Ils auront 10 ans, je crois, en mars de l'année prochaine. Mais pour l'instant, imaginez-vous un monde aujourd'hui sans Uber et sans tous les nouveaux services de mobilité. Il y a 10 ans, on était encore quasiment, si je caricature, dans un monde manichéen où on avait la voiture individuelle ou les transports en commun capacitaires. Donc que de chemin réalisé en 10 ans. Si on regarde dans le rétroviseur avant de se projeter dans l'avenir, parce que c'est souvent quand on voit d'où on vient qu'on sait où on va, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Il y a essentiellement une évolution majeure qui s'est passée, c'est la connectivité. La connectivité des gens, la connectivité des objets. Et plus un petit peu d'évolution technologique aussi sur les batteries, qui est un deuxième facteur. Pourquoi c'est important? Parce que sans connectivité, sans smartphone, sans connectivité des objets, vous n'avez pas de free floating, vous n'avez pas de ride hailing, vous n'avez pas de car sharing, vous n'avez pas tous ces modèles en ligne qui sont venus développer et grignoter les modes traditionnels. Et tout ça n'aurait pas été possible sans une première vague technologique. Nous, je vais répondre un petit peu d'un point de vue technologique justement pour me différencier par rapport aux usages qu'on vient de mentionner. Nous, d'un point de vue technologique, on considère qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, qui est la continuation et le perfectionnement de ces technologies de connectivité, mais aussi de puissance de calcul et ce qu'elles vont apporter en termes de personnalisation, de fluidité, d'optimisation des opérations, que ce soit sur la maintenance ou sur la conduite, la compréhension des flux de mobilité des villes, d'une part. D'autre part, on considère qu'on va aller vers une forme de décentralisation des lieux de travail, qui influe évidemment sur la mobilité. Décentralisation des transactions, je vais dire un terme très à la mode en ce moment, c'est la blockchain. Si jamais j'en parle en termes très terre à terre, la blockchain, ce sont des systèmes transactionnels décentralisés,
qui feront que demain, vous pourrez être à la fois consommateur et producteur de transport dans un système de transaction qui reste entièrement décentralisé, sans tiers de confiance, et pour infléchir un tout petit peu un point que tu mentionnais, qui pourrait mettre à mal les places de marché aujourd'hui qui se créent, les Airbnb de ce monde qui se créent, et les places de marché pour remettre la main, pour remettre le pouvoir dans la main des gens. Voilà. Donc ça c'est une deuxième très grande tendance en matière technologique dont on ne touche que du doigt en fait les applications qui vont être derrière. Et voilà, je dirais, pour rester bref, je dirais que c'est les deux principales tendances qu'on voit aujourd'hui, même s'il y en a de nombreuses autres. Donc on observe beaucoup de modifications, beaucoup de l'arrivée des nouvelles technologies dans la mobilité. Mathieu Dunant, je vais vous donner la parole, je vais vous laisser vous présenter et vos fonctions au sein de la RATP. On a une question qui concerne justement la méthodologie d'un grand groupe comme la RATP dans l'acquisition de nouvelles technos, la manière dont la politique s'applique de manière transversale au sein de la structure. On a la chance de vous accompagner depuis 3 ans au CES, donc on sait que vous faites du sourcing aussi. Expliquez-nous un petit peu comment tout se passe après vous êtes présenté, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et désolé pour mon retard initial. En fait, je suis venu en métro, donc si quelques-uns parmi vous doutaient que la RATP prend le métro, alors la réponse est oui, et ça permet d'ailleurs d'avoir une piqûre de rappel qui n'est pas sans intérêt au moment où on parle en effet de nouvelles technologies, de connectivité, de systèmes en ING, en effet, et de blockchain. Alors je concours tout à fait à tout ce qui a été dit précédemment, mais n'oublions pas que derrière tout ça, il y a quand même des problématiques qui sont des problématiques très très opérationnelles et des problématiques du quotidien, des problématiques de transport de masse. Je vais répondre à la question, hein, Christophe, mais je fais un petit détour pour... la raison de mon retard, c'est tout simplement que j'étais sur la ligne 4, qu'une personne a eu un malaise qui a nécessité l'intervention des pompiers, donc plusieurs dizaines de minutes d'interruption du trafic. Et la vraie vie du transport, hein, derrière toutes ces évolutions en ING, c'est aussi ça. Donc ce que je veux illustrer à travers ce propos, c'est qu'évidemment, on observe ces très grandes tendances qui sont très marquantes, mais au-delà évidemment des systèmes digitaux, au-delà de tout ce qu'on pourra faire pour mettre en relation les gens les uns avec les autres, il y a aussi une problématique qui est extrêmement simple, ou extrêmement complexe plutôt, très simple dans son énoncé, mais très complexe dans ses opérations au quotidien, qui consiste en effet à transporter des gens au jour le jour. Et c'est vrai que toutes ces nouvelles mobilités, qui sont par ailleurs très intéressantes, elles ont quand même du mal à adresser un point très particulier, alors qui va sans doute évoluer avec le temps, avec les mutations du travail qui ont été évoquées, avec le fait qu'en effet, de plus en plus, on va vers des horaires diversifiés, de l'étalement au cours de la journée et au cours de la semaine. Mais il n'en demeure pas moins que peu de systèmes aujourd'hui sont capables de transporter des millions et des millions de voyageurs à l'heure de pointe du matin. Et on parlait d'Uber tout à l'heure. Uber ne sait pas faire ça. Toute personne qui a essayé de prendre un Uber en catastrophe à 8h30 dans une grande capitale mondiale se rend compte qu'au choix, il n'y en a pas, ou au choix, on a une surcharge de x2 ou x3. Hein. Donc ça permet quand même de se souvenir que derrière toutes ces évolutions, il y a quand même des problématiques qui sont extrêmement simples, encore une fois dans leur énoncé, mais très complexes dans leurs opérations. Alors maintenant, pour répondre à la question, nous avons la particularité, comme d'ailleurs certains de nos homologues autour de cette table, d'être à la fois un très grand opérateur historique qui opère là je parle du groupe RATP, aussi bien à Paris que dans un certain nombre de grandes capitales mondiales, des systèmes de transport de masse qui sont des systèmes qui pour certains d'entre eux sont plus que centenaires, comme vous le savez, mais qui pour autant ont suivi les évolutions technologiques les plus avancées. Je pense par exemple aux automatisations intégrales de lignes de métro existantes qu'on a pu réaliser à Paris ces dernières années. Et en même temps, on reste évidemment extrêmement à l'écoute de toutes ces évolutions technologiques. Et on a donc mis en place des systèmes qui permettent à la fois de rester très connectés, si je puis dire, sur les évolutions qui sont proposées par les plus grands industriels. Et on a évidemment une capacité à non seulement les suivre, mais aussi à les entraîner en tant qu'opérateur de référence dans ces grandes capitales mondiales. Je pense par exemple à tous les systèmes de contrôle-commande du métro qui sont de plus en plus perfectionnés,
comme on le sait. Et puis en même temps, on a évidemment mis en place des collaborations avec un certain nombre de jeunes entreprises innovantes dans des démarches d'open innovation. Et c'est comme ça, par exemple, qu'aujourd'hui, on s'intéresse en effet à tous les mots en ing qui ont été cités précédemment. On a une technique qui consiste à soit devenir investisseur dans un certain nombre de jeunes sociétés innovantes. Je pense par exemple aux scooters aux scooters électriques en free floating, parce qu'il y a évidemment une problématique d'électromobilité. Dans tous les mots en ing, il y en a un qui n'est pas en ing mais en e, qui est l'électromobilité, qui est évidemment une tendance absolument fondamentale pour nos grandes villes et nos grandes capitales mondiales. On travaille évidemment avec des startups qui font du car sharing, qui font de l'autopartage, qui font du covoiturage. Et notre ambition, c'est de pouvoir offrir, du point de vue du voyageur, la totalité des modes de transport existants, aussi bien les plus innovants que les plus traditionnels, et cela évidemment dans une perspective intégrée qui était celle évoquée précédemment. Et c'est aussi de s'inspirer, alors à la fois d'ailleurs sur les modes de travail eux-mêmes, mais évidemment sur les évolutions technologiques, de ce que ces jeunes sociétés peuvent apporter. L'idée étant évidemment, alors ce que je dis c'est un peu bateau, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, de pouvoir à la fois s'inspirer des meilleures pratiques et de l'agilité qui sont offertes par ces jeunes entreprises innovantes, tout en les intégrant avec beaucoup de prudence dans des réflexions un petit peu plus larges. Parce qu'il y a des choses que nous, on sait bien faire, par exemple, c'est en effet adresser un marché de masse. Alors, c'est pas toujours parfait. On doit aussi faire avec les incidents du quotidien. Mais l'idée, c'est d'apporter aussi une forme de fiabilité et une forme d'expérience voyageur dans la durée à ces jeunes entreprises qui, par ailleurs, peuvent en effet proposer des solutions de mobilité qui sont très originales et très innovantes. Très bien. Merci beaucoup. Alors, l'électromobilité, c'est un sujet qui nous intéresse. Cécile, bonjour, vous représentez l'AVER. Les opérateurs de transport qui sont autour de cette table utilisent des véhicules électriques. On aimerait mieux comprendre comment le véhicule électrique prend sa place justement dans la mobilité de demain. Quel est le rôle que vous jouez? Et il me semble que vous avez fait une étude, Ipsos Mobivia, qui pourra peut-être illustrer cette démarche et la manière dont tout fonctionne autour du véhicule électrique. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Effectivement, de tout ce qu'on discute depuis le début de la matinée, on voit bien en fait qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la mobilité individuelle et l'enjeu de la mobilité transport en commun. Donc, nous, on travaille vraiment sur ces deux aspects-là, en fait, avec les types de véhicules qui peuvent être mis à disposition. Ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, et ce à travers l'étude Ipsos qu'on mène avec justement Mobivia, on en est à la 4e édition. Donc on commence à avoir un petit peu de recul en fait sur les résultats. L'idée, c'est de voir un petit peu comment la mobilité électrique est perçue par les Français. Donc il y a un aspect véhicule particulier, donc que ce soit voiture ou deux roues, et il y a également un aspect sur ce qui est attendu de la part des Français, ce qui est attendu par les Français en termes d'engagement de leur collectivité, ville, etc. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une adhésion massive en fait des Français à la mobilité électrique, puisque d'après les résultats de l'étude, il y a plus de 70% des Français en fait qui attendent que leur ville passe leur flotte de bus essence ou diesel à des bus électriques, par exemple. Donc on voit qu'il y a une véritable attente. Je pense que c'est aussi le reflet de voir un petit peu ce que donne la mobilité électrique au quotidien pour le transport de masse, en fait. Donc ça, c'est le premier point. On voit aussi également qu'il y a un véritable intérêt des Français pour la mise en place de bornes, d'infrastructures de recharge dans les villes aussi. Puisqu'en fait, il y a un besoin de recharge en itinérance pour la mobilité individuelle. Donc tous ces points-là, en fait, sont extrêmement importants. Après, sur la mobilité individuelle sur laquelle on travaille également au quotidien à l'AVER, on voit que les Français sont de plus en plus prêts en fait, à passer à la voiture électrique si il y a un effort qui est fait en termes de prix, puisqu'ils considèrent que le critère prix que le prix d'un véhicule électrique est encore trop important par rapport à un véhicule essence ou diesel classique. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un manque d'information flagrant en fait
sur à la fois comment on recharge son véhicule électrique, sur le niveau d'autonomie du véhicule électrique et surtout sur les aides qui existent à l'achat et à l'usage. Il y a énormément de personnes en fait qui ne savent pas qu'il y a un bonus écologique qui est extrêmement important, qui vient déjà beaucoup combler l'écart au niveau du prix d'achat entre son véhicule électrique et le véhicule thermique classique. Par-dessus ça, il y a souvent aussi des aides locales qui sont mises en place, notamment aussi pour les professionnels. Par exemple, c'est ce qu'on voit à Paris, il y a des aides extrêmement avantageuses pour la cible professionnelle. Et après, il y a énormément d'aides à l'usage. Donc la majorité des villes mettent en place 2 heures de stationnement gratuit pour les véhicules électriques. À Paris, on monte à 6. Quand on voit le prix du parc-mètre, ça a un avantage compétitif tout à fait conséquent pour le véhicule électrique. Donc, on voit aujourd'hui que, enfin c'est ce qu'on s'en doutait, hein, mais qu'il y a un véritable effort de communication à faire sur la mobilité électrique au niveau du grand public, sur la partie mobilité individuelle. Voilà. Si je me permets d'ajouter aussi que, enfin, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la mobilité électrique a tout son sens dans tout ce qui est autopartage, etc. Puisque on le sait bien, plus le véhicule roule et plus son impact environnemental est bénéfique. Par ailleurs, c'est vrai qu'en termes de nuisances sonores, le véhicule électrique peut aussi également énormément changer la donne en milieu urbain. Merci. Dans la continuité du transport de personnes, on parle du ferroviaire énormément, bien évidemment. Jean-Pierre, j'aimerais en savoir un petit peu plus, nous aimerions en savoir un petit peu plus sur le rôle que joue l'UIC, sur la mobilité, comment cette mobilité s'inscrit dans la Smart City. On sait que vous avez plusieurs axes de travail. La standardisation, enfin, comment vous inscrivez justement à cette échelle internationale, comment vous intervenez et également en termes de gouvernance vis-à-vis des pays dans lesquels vous essayez d'avoir cette démarche. Oui, d'accord, merci. En effet, de par notre positionnement international, on est un peu observateur d'un certain nombre d'évolutions, à la fois de contexte, politique, qui impactent la mobilité et bien évidemment la ville dans de très nombreux pays émergents, développés ou en développement. Alors dans ce contexte, ce qu'on observe, c'est parmi toutes ces évolutions, trois tendances majeures. La première, peut-être un peu plus philosophique, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde qui passe d'une notion de possession à une notion d'accession ou d'accessibilité. C'est Jérémy Rifkin qui l'a déjà dit dans les années 2000. C'est le même d'ailleurs qui a baptisé la révolution digitale de 4e révolution industrielle. Donc il a une certaine idée d'avance et effectivement ça impacte énormément les travaux qu'on peut faire avec nos membres ou avec d'autres grands partenaires. Le deuxième point, je crois que c'était légèrement abordé dans le premier panel, c'est qu'on est probablement dans un monde, un peu partout d'ailleurs, qui doit trouver un meilleur équilibre entre liberté individuelle et bénéfice collectif. Et le troisième point, qui est impacté par le deuxième et le premier, c'est qu'on est aussi dans un monde dont la population va s'accroître de 2 milliards, mais qui va avoir aussi dans les 5-10 années à venir 2 milliards de personnes qui vont s'urbaniser. 60% de la population mondiale va être urbanisée et plus de 45 ou 50 villes auront plus de 10 ou 15 millions d'habitants dans les prochaines années. D'où l'importance, effectivement, de repositionner le transport dans ces trois paramètres. Et alors, ce qu'on voit au niveau du transport, et c'est très intéressant parce que on le voit évoluer rien que par la sémantique, par les mots. On parlait beaucoup de transport, on parle aujourd'hui, on ne parle que de ça d'ailleurs, de mobilité. Mais si vous allez un pas plus loin, et vous savez qu'on est conseil donc aux Nations Unies sur la mobilité durable, on parle aujourd'hui d'accessibilité. Et le transport, en fait, devient, pour la plupart de nos membres, en fait, un moyen d'accès à une succession d'espace-temps dans différents modes. Et ceci introduit la notion de chaîne de mobilité. Et une chaîne de mobilité, comme toute chaîne, n'a que la force de son maillon le plus faible. Et les maillons d'interface entre les différentes chaînes, ce sont effectivement, pour les voyageurs, les gares,
pour le fret, on en reparlera peut-être tout à l'heure, les centres logistiques, qui d'ailleurs ont un impact également sur la livraison des villes. La Poste nous en parlait, mais il y a aussi toutes sortes d'autres livraisons de biens de consommation. Et donc ce management des interfaces est quelque chose sur lequel, au travers de la plateforme digitale dont nous avons parlé, de l'UIC, nous travaillons beaucoup parce que clairement, les technologies de l'information telles qu'elles évoluent au travers du cloud computing, de la reconnaissance faciale, des QR codes, des blockchains, surtout des objets connectés, peut apporter un impact pour solidifier cette chaîne et pour la raccourcir. Il est évident qu'il serait complètement stupide d'investir des millions et des centaines de millions dans le développement de lignes à très grande vitesse si vous perdez une demi-heure à trouver un taxi ou une électromobilité. Et donc le huilage de tout ça, au travers effectivement d'informations en temps réel, au travers de dématérialisation des types de transport, au travers de guidage, je dirais, plus interactif, peut être largement amélioré, et ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons. Ce qui nous amène d'ailleurs à définir, au travers d'un acronyme, un nouveau concept de la mobilité. Alors retenez ça parce que c'est déposé, hein. Ça s'appelle CICICOM. Donc CICICOM, c'est sustainable, parce que bien évidemment, quand on parle de ville, on parle aussi d'émissions de carbone, et les émissions de carbone dans le monde, au travers de cette urbanisation galopante, vont augmenter dans les 5 ans à venir de 300%. Donc quelque part, on a aussi une responsabilité sociétale et environnementale à développer des transports propres, des transports électriques, avec des sources électriques, elles aussi, décarbonisées, etc. Et donc ça, ce sont des projets sur lesquels on travaille. Donc je reviens, CICICOM, Sustainable, Integrated, Connected, International Chain of Mobility. Pourquoi International? Parce que derrière, on parle bien sûr de la ville, mais quand on a défini ces centres que sont les gares, et je dis ces centres, on n'est plus dans la notion effectivement centrique de la notion de ville, on est dans des villes qui grandissent, et donc avec plusieurs centres, mais il faut relier ces centres les uns aux autres au travers de corridors, et ces corridors deviennent de plus en plus rapidement internationaux. Voilà. Donc, je pourrais continuer longtemps, mais je pense que j'ai répondu un peu à votre question. Alors, Jean-Pierre évoquait la chaîne, les interfaces. Mathieu, comment vous travaillez avec justement les nouveaux acteurs? Comment vous travaillez sur la convergence entre les transports en commun et les acteurs, notamment en ING qu'on a évoqué? J'ai un peu évoqué ça à l'instant pour rebondir à la fois sur la question et sur les propos qui ont été tenus. Je voudrais faire 3 observations. La première, c'est qu'en effet, on croit beaucoup à la fois à cette notion de chaîne et en effet à la convergence entre les modes de transport en commun type traditionnel et en effet toutes ces formes de nouvelles mobilités qu'on évoque ici. Ce qui est important de dire, c'est que il y a en effet une très grande complexité dans le fait de mettre en musique, en quelque sorte, et d'articuler les différents modes les uns par rapport aux autres. Hein. C'était le point qui était évoqué à l'instant. En effet, si on gagne énormément de temps, si on prend l'exemple de la grande vitesse avec un TGV par exemple, où on peut même penser à des systèmes encore plus futuristes comme ceux qui sont un petit peu développés par certaines sociétés actuellement. J'ai l'exemple en tête d'Hyperloop, hein, mais il y a plein d'autres possibilités. Je peux aussi penser par exemple à quelque chose qui paraît être encore de la science-fiction aujourd'hui, mais qui va être une réalité sans doute dans un avenir beaucoup plus proche que ce qu'on imagine, c'est-à-dire la mobilité, l'électromobilité aérienne, hein, dit en bon français les fameux taxis volants sur lesquels un certain nombre de grands groupes industriels, mais aussi de grands opérateurs comme nous travaillons dès à présent. Si on ne résout pas une question très simple qui est celle qui paraît absolument triviale, mais qui en réalité est très complexe, des interfaces physiques entre les modes, on n'aura en réalité pas gagné grand-chose. Hein. Donc cette notion d'intégration est fondamentale. Et quand on parle d'intégration, du coup, il y a 2 mots qui peuvent venir à l'esprit. Le premier, c'est assez évidemment celui qui va être l'intégrateur, qui, d'une certaine façon, prend le rôle d'intégrateur et s'assure que tous ces nœuds de connexion, en quelque sorte, sont bien articulés. C'est quelque chose de très complexe. Et aussi, d'une certaine façon, qui prend la responsabilité
du transport de bout en bout. Parce que si vous êtes voyageur, hein, vous, moi ou toutes les personnes présentes dans la salle, je dirais de la mobilité où on articule des modes les uns aux autres, on le fait déjà tous plus ou moins sans le savoir ou en le sachant. On va prendre son vélo, son électro-vélo, son Vélib pour aller jusqu'au métro. Du métro, on va aller prendre peut-être un train à la gare, etc. etc. Mais d'une certaine façon, on sait bien que le problème se pose sur ces questions d'interconnexion. Et en effet, toutes les plateformes digitales du monde, elles pourront fonctionner sans doute techniquement, mais se pose une question derrière de qui va porter la responsabilité, y compris d'ailleurs juridique, parce que transporter des gens, c'est aussi un métier difficile qui s'appuie sur un certain nombre de règles et fondamentalement des règles de sécurité. On a tendance à l'oublier, mais il y a aussi une responsabilité fondamentale dans le fait d'acheminer des gens, évidemment en toute sécurité, d'un point A à un point B. On a tendance à l'oublier parce qu'on a la chance en France d'avoir un certain nombre d'opérateurs et d'acteurs, on l'est tous autour de cette table, qui sont des gens efficaces et responsables, mais pour autant ce point ne doit vraiment pas être sous-estimé. Donc je crois que l'agrégation en quelque sorte de toutes ces offres de transport doit en effet bien prendre en compte ces notions qui sont celles d'une intégration physique efficace et qui sont évidemment celles d'une responsabilité, alors de bout en bout, d'une façon ou d'une autre, hein, les modèles restent évidemment évolutifs, mais qui sont des choses fondamentales. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est, et là évidemment c'est sans doute le grand opérateur de services publics qui s'exprime, le développement soutenable ou la sustainability, pour rebondir sur les mots qui ont été employés. Il y a aussi une chose fondamentale qui est celle d'accès à tous et évidemment de traiter des questions qui sont ceux ou celles plutôt des trous de mobilité, comme on peut dire. Pour dire les choses autrement, faisons attention au parisianocentrisme, au métropolocentrisme ou au bobocentrisme, hein, si je veux parler de façon un peu provocante. On est ici à Paris, on a la chance d'avoir une offre de transport extrêmement abondante, hein, qui globalement marche plutôt bien, quoi qu'on dise, et qui est opéré par les uns et par les autres, par différents modes. La problématique aujourd'hui, c'est évidemment de continuer à faire progresser les offres de services qui sont aujourd'hui disponibles dans les très grandes, je dirais, métropoles mondiales qui disposent d'un système de réseau de transport avancé, mais c'est aussi, en tout cas c'est notre vision, de traiter et d'offrir des possibilités de transport à des gens qui aujourd'hui n'en ont simplement aucune. Et en disant ça, je pense à deux choses qui sont très très différentes. Je pense à toutes les mégalopoles qui ne sont pas situées en France ou pas situées en Europe occidentale ou pas situées en Amérique du Nord, encore que l'Amérique du Nord pourrait d'ailleurs à ce propos être un exemple intéressant. Mais ce que je veux illustrer en disant ça, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de lancer les opérations, par exemple, du métro de Doha au Qatar. On va bientôt lancer celle du métro de Riyad. On a depuis un certain temps développé des offres de bus à Riyad. Ce sont des villes qui jusqu'à présent n'avaient simplement pas de transport public et dans lequel vous aviez des situations très clivées entre des gens qui en effet avaient accès, notamment parce qu'ils avaient des possibilités financières pour se faire, à des modes qui étaient plutôt en effet individualisés, mais à côté de ça vous n'aviez simplement rien. Donc la responsabilité d'un grand opérateur de transport, c'est aussi de faire ce genre de choses. Et si on pense à une situation qui est bien plus proche de nous, qui est celle de la France, en effet, je le disais, quand on est à Paris, quand on est en première couronne, on a une offre de transport très abondante, mais y compris en Ile-de-France, il existe des trous de mobilité. Cette notion d'accessibilité est donc fondamentale et je veux l'illustrer par deux points. Le véhicule autonome, hein, puisqu'on parle de nouvelles technologies, est sans doute une piste très intéressante à explorer pour apporter des réponses à un certain nombre de besoins de mobilité aujourd'hui qui sont non satisfaits dans des zones périurbaines, par exemple dans des zones peu denses, même dans des zones rurales. Et n'oublions pas que l'accessibilité, y compris dans une grande métropole comme Paris, c'est aussi d'avoir un système qui est accessible à tous dans ses modalités d'accès. Autour de cette table, on a tous en effet des smartphones et même si on n'est pas forcément digital native, on sait les utiliser. N'oublions pas que la mobilité, elle doit aussi être accessible à ceux qui, pour des raisons X, Y ou Z, n'ont pas cette capacité tout simplement à en effet faire une transaction blockchain ou à rentrer sur une plateforme digitale pour réserver d'une façon ou d'une autre un vélo électrique par exemple.
Merci. Ça me permet de rebondir et de revenir, je vais revenir à vous, Jean-Pierre, concernant justement le rôle de ces opérateurs. L'UIC, on ne le sait peut-être pas assez, mais joue un rôle dans le fonctionnement et le développement de ces solutions, de cette interopérabilité, de cet aspect multimodal qui est nécessaire aujourd'hui dans les villes. Il y a des différences culturelles. Comment vous inscrivez, comment vous accompagnez je sais qu'il y a des notions de solidarité au sein de l'UIC, qu'il y a des notions de financement, il y a le fret, vous avez plusieurs aspects. Comment s'inscrit l'UIC dans ces problématiques d'interopérabilité et multimodale? Oui, je voudrais rebondir pour aller même d'abord un pas plus loin sur l'accessibilité. Tu parlais des gens, effectivement, dans un certain nombre de villes qui sont trop encore dépendants de moyens de mobilité individuels et qui commencent à découvrir les bienfaits de la désaturation de ces grandes mégalopoles. Mais il faut savoir quand même que dans le monde, il y a aussi 2 milliards de personnes qui n'ont accès à aucun moyen de transport du tout. Pour aller à l'école, pour aller chez le médecin, pour vendre leur salade, rien. Donc quelque part, on est un peu effectivement dans un dialogue de riches, où on regarde quels sont les impacts du digital sur la productivité, sur la sécurité de nos propres moyens de transport. Mais on a peut-être aussi une responsabilité un tout petit peu plus internationale pour développer des moyens peut-être plus basiques, interfacer avec d'autres et améliorer l'accessibilité internationale. Alors là, je prends ma casquette des Nations Unies parce que c'est un peu leur rôle au travers d'ECOSOC, mais il faut quand même également en être conscient parce que les pays en voie de développement deviennent développés, les pays émergents deviendront en voie de développement, et c'est également un rôle à la fois social et économique que nous pouvons jouer en les tirant un peu vers le haut. Et c'est, je rebondis, donc une des missions de l'UIC à travers les projets que nous développons avec nos membres, de rechercher quels sont les projets qui à la fois améliorent la productivité, la sécurité et les services des modes de transport et leur interopérabilité. Donc quelque part, il y a l'interopérabilité entre les modes, entre les pays, et aujourd'hui, ce sur quoi on travaille le plus, effectivement, c'est probablement ce que j'appelais le management des interfaces. Et on ne travaille donc pas seul, on travaille avec d'autres associations. Le chemin de fer étant bien évidemment pour nous la colonne vertébrale de cette chaîne de mobilité, mais il est clair que le first and last mile, comme on dit, sont également fondamentaux dans la réponse aux attentes des besoins de nos clients. Que ce soit pour les voyageurs, et dans ce sens, je suis ravi effectivement que Transdev ou RATP travaillent avec nous. On est en partenariat avec l'UITP, l'Union internationale des transports publics, mais on travaille aussi avec la FIA, la Fédération internationale automobile, sur des sujets d'interface comme les passages à niveau, comme la sécurité effectivement, pour éviter la rencontre des mobiles, si j'ose dire, pour parler très technique, et également beaucoup avec le maritime. Et là, on rentre dans le fret, et on rentre dans le fret au travers des grands corridors. Et on a développé, ou on est en train de développer un projet effectivement qui permet sur un grand corridor Europe-Asie de voir quels peuvent être les impacts de transactions au travers de la blockchain. Et ces impacts, au-delà de la beauté, je dirais, intellectuelle, font quand même gagner une dizaine de jours en transactions administratives. C'est pas rien en impact économique. Quand vous savez que les échanges entre les marchés asiatiques et les marchés européens, c'est l'ordre de 1000 milliards de dollars par an, avec des temps de transport qui aujourd'hui par le maritime sont de 45 jours, par la voie terrestre commence à être d'une quinzaine de jours. Donc si on en gagne quelques-uns en plus, rien qu'en valeur stock, il y a, je dirais, un impact immédiat sur nos business du fait de ces technologies digitales. J'ai un peu dévié sur le fret, mais ça répond effectivement à l'ensemble des sujets sur lesquels nous travaillons, donc productivité, sécurité. La sécurité, bien évidemment, tu en as parlé, mais c'est notre souci à tous. On transporte des gens, on est responsable de leur vie. Et effectivement, même si l'intégration modale se fera demain par le biais d'un téléphone qui, comme je le disais, associe des espaces-temps différents d'une façon intelligente, en vous informant où aller chercher votre voiture autonome, ou sur quelle plateforme votre train vous attendra, etc. Mais néanmoins, tout ceci doit se faire en sécurité ou en succession de responsabilités de sécurité, et dont
le domaine digital qui offre des opportunités extraordinaires, il faut aussi savoir mesurer les risques et la cybersécurité ou la cybersureté, puisque au travers du digital, sécurité et sûreté deviennent un tout petit peu, s'unissent. Hein. La crainte maximum que nous avons tous, c'est l'attentat par prise de contrôle des systèmes de signalisation. Et donc là, sécurité et sûreté deviennent effectivement le même concept. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels nous travaillons. Voilà. Donc dans ce cadre de ces nouvelles technologies, de l'adoption de blockchain notamment, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avec les CCE, comment vous avez travaillé ensemble sur la mise en place justement de ce projet au bord? Alors, j'ai profité de la venue dans la salle de quelqu'un d'important qui est un élément qu'on n'a pas du tout touché encore, qui est le régulateur. Tu as parlé de risques, c'est vrai. Mais au-delà des risques, nous avons la chance d'avoir Jean-Michel Miss, qui est le député en charge auprès de l'Assemblée nationale sur la blockchain, sur les ICO. Et l'article 26 qui a été mis dans la loi Pacte veut faire de la France un leader mondial du régulateur. Parce que la mobilité qu'on évoquait tout à l'heure avec le fret, s'il y a plus de fret qui vont sur le train, il y a moins de camions qui vont dans les villes. Même s'ils font le tour des villes, c'est un écran énorme. Donc on a travaillé sur ce projet-là et la territorialité, la mobilité et la territorialité, c'est moins un problème de technologie qu'un problème de culture, de changement de comportement. Aujourd'hui, la techno, elle est viable. Ce qui va être difficile, et ce que je vais vous montrer par le petit film, si Stéphane peut le mettre en route, qui est la petite animation sur les corridors, il y a aujourd'hui 6 grands corridors qui amènent 9000 trains de la Chine à l'Europe. C'est des infrastructures hallucinantes de plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissement. Certains parlent pour juste l'année 2017 de 600 milliards de dollars par an sur 10 ans. Ça fait quelques 6 trilliards de dollars que mettent nos amis chinois dans des infrastructures. Et les infrastructures, c'est aussi les infrastructures IT. Et on connaît tous les GAFA et Microsoft et IBM. On sait que tous ces GAFAMI ont une blockchain, tous. C'est rien par rapport à ce qui nous attend des BATs. Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, JD.com. Ils ont leur blockchain depuis plus de 3 ans et ils travaillent sur la traçabilité. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous faites traverser un train dans ces corridors sur 60 pays? 9 trains sur 10 sont pleins quand ils partent de Chine. 9 trains sur 10 de fret sont vides quand ils partent d'Europe. Je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe. Et il y a des points d'ancrage avec ce régulateur qui est important, qui va jusqu'à la taxation des produits, la récupération de la taxe. Et on a fait une étude un petit peu scientifique où on a mesuré que c'était, ce que disait Jean-Pierre, 100 millions de dollars par an qui pouvaient être économisés dans l'écosystème. C'est un mot qui a été utilisé par notre ami de Transdev tout à l'heure, et puis chacun des membres ici, dans l'écosystème de la mobilité via la blockchain. Parce qu'on va réduire de 4 à 5 jours minimum le trajet de ce train. Vous voyez, toute la blockchain avec tous les blocs qui arrivent, qui se remplissent. Je ne vais pas expliquer c'est quoi la blockchain parce qu'il faudrait un peu plus de temps que ça. Bon, on l'a évoqué, de traçabilité, de registres distribués et encore une fois le régulateur. C'est-à-dire très vite dans le proof of work, le proof of stake, il y a aussi le proof of authority. C'est-à-dire qu'on mette autour de la table les autorités qui vont valider la démarche d'un QR code sur une palette de produits qui va aller dans un container et qui va aller sur un train. Il y a 42 containers qui vont sur un train. Quand il y a un train qui perd un de ces containers, il est où le container? Quel est le pays dans lequel le container est tombé? Par accident ou pas par accident? Donc le frein, il n'est pas technologique, il est avant tout culturel. Et on a de la chance en France aujourd'hui sur la blockchain et sur les ICO. Et j'espère que dans ce travail sur le corridor, on puisse positionner la France et le fret ferroviaire comme des leaders. La pièce centrale de ce dispositif de fret, aujourd'hui une lettre de change, le trade finance, une lettre de change dans le ferroviaire, c'est fait en EDI, dans le bateau, c'est à 90% à la mano. Tout juste si on n'utilise pas des oiseaux pour que ça aille plus vite, pour envoyer la lettre de crédit officielle pour que la banque puisse payer le fournisseur qui a transporté les marchandises. Donc, dans le fret, le ferroviaire a une position stratégique sur l'ensemble de ces corridors. Et la chance que l'on a aujourd'hui, c'est que le législateur
si les lobbies ne mettent pas trop les pieds dans le tapis, veut prendre de l'avance et prend de l'avance. Donc on a une chance inouïe pour concurrencer. Et dans la mobilité, et encore une fois, la Smart City, le QR code, il fonctionne déjà dans les moyens de paiement. On est allé voir Tencent, WeChat Pay et Alipapa et Alipay. Un QR code permet une transaction. Et là, on touche les 2 milliards d'individus dont parlait l'UIC tout à l'heure avec Jean-Pierre, les unbanked. Le mode occidental ne s'est travaillé que sur les bancarisés, ceux qui ont un score de risque qu'une banque va donner une carte de crédit. WeChat Pay, Alipay. C'est plus d'1 milliard d'individus qui n'ont pas de compte bancaire et qui savent acheter des marchandises et des produits. Donc là, on est en train de répondre à un appel d'offres. On a répondu à un appel d'offres de la fondation Bill Gates. C'est comment justement dématérialiser ces non bancarisés et leur donner accès à des biens de consommation grâce à la blockchain. Donc voilà, parler de la mobilité, c'est aussi impliquer le régulateur. Et encore une fois, on a une chance aujourd'hui d'avoir été rejoint par Jean-Michel Miss. Mais c'est toute la dynamique d'écosystèmes d'agents économiques responsables, tels que l'UIC, qui fédère une plateforme digitale dans laquelle, avec le CDO, on a réussi à pousser ce projet. On a fait une démonstration en temps réel d'un train, d'une lettre de voiture, c'est comme ça que ça s'appelle, et du passage aux douanes. Là, on veut travailler avec les douanes françaises et les douanes européennes pour que cette EDI fonctionne bien via cette blockchain. Et on fait rentrer dans la blockchain ce proof of authority dans lequel les institutionnels ont leur place. Parce que le passage aux douanes, ça ne peut pas être décentralisé et complètement fait par une entité privée ou un tiers de confiance complètement inconnu. Dans le tiers de confiance, on doit amener aussi le régulateur. Voilà. Un gros travail que de faire adhérer l'ensemble des acteurs à ce genre de projet. Bon, bah, félicitations. Alors, on a parlé justement de l'écosystème de mobilité avec le régulateur, les opérateurs, les acteurs historiques, même les acteurs tech de type WeChat. Quelle place pour les startups, Jean-François, dans cet écosystème? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Et puis aussi, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre justement du monde des acteurs publics? En fait, en tant qu'un accélérateur de start-up tel que nous, le métier, c'est investir, c'est une toute petite partie du métier. La grosse partie, c'est de les faire réussir plus vite, leur donner plus de chances de réussir et les faire réussir plus vite qu'ailleurs. Plus de chances de réussir, c'est par du métier, c'est des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs. Les faire réussir plus vite qu'ailleurs, c'est casser des murs qui peuvent être devant et rajouter des moteurs pour aller plus vite. Et casser les murs et rajouter des moteurs, c'est surtout, dans ce métier de la mobilité, un métier d'alliance, de partenariat, à travers, pour le schématiser très, très simplement, 3 mondes. Les startups, les opérateurs, au sens très large du terme, les acteurs historiques et les territoires. Parce qu'en fait, la mobilité est un enjeu qui mixe ces trois univers. La mobilité de masse, et on en a des grands représentants ici sur cette table ronde, elle est opérée par le transport public, qui est un métier très complexe, qui fonctionne avec des contrats de très long terme avec les territoires, etc. Si on veut, et tout le monde le veut, les territoires et les opérateurs, amener de l'innovation par les startups dans cela, il faut trouver un terrain de jeu où tout le monde y gagne quelque chose. Et ça demande des alliances, de l'ouverture, qui passe par beaucoup de leviers. Et donc, comme on a compris ça chez Via Idée depuis quelques années maintenant, on a aussi on se fait de notre métier que d'être un acteur des alliances. Si on a emmené RATP aux États-Unis pour investir sur Swiftly, si on les a emmenés investir sur Klaxit récemment sur du covoiturage trajet-travail, c'est pour booster ces alliances. Si on participe, nous, acteurs très privés, aux assises de la mobilité, c'est pour créer des champs d'innovation, d'expérimentation pour les startups, pour permettre de faire des choses, pour permettre, dans le cadre de grands contrats publics, d'avoir certaines latitudes qui permettent l'expérimentation, qui permettent des contrats avec les startups. Et donc, qu'est-ce que peuvent apporter les startups dans cet univers? Pour faire court, je vais dire 2 choses. Il y a de l'innovation, on va dire au sens très large, technologique, ou de services.
Il y a un travail très intéressant qui est fait aussi sur, toujours avec RATP, j'ai beaucoup parlé avec RATP, on va faire plus de choses bientôt avec Transdev, mais sur par exemple la réparation de vélos à Ladland, on a incubé Raidi chez VID avec qui vous travaillez sur des gares où on peut faire réparer son vélo dans les gares, ce qui paraît assez logique dans une expérience utilisateur, donc des innovations de service. Au final, au-delà de l'innovation pure R&D technologique, c'est beaucoup de l'innovation d'expérience utilisateur. Et ça, c'est assez novateur parce que on ne fera pas, et je le dis aussi pour mon groupe, un groupe Mobivia, Noroto, Midas, etc., il est très difficile pour un opérateur historique, pour un acteur historique, d'être à la pointe de l'usage. Lorsqu'on est centré sur être le meilleur réparateur automobile ou être le meilleur opérateur pour assurer la sécurité des personnes dans ces bus, dans ces métros, etc., eh bien ça n'a pas été dans l'ADN que de faire la meilleure app possible pour que l'utilisateur réserve en 2 clics. Et ça, on le voit partout dans le monde, c'est pas nouveau. Et ça a été la réussite d'un Uber, ça a été la réussite d'autres acteurs du sujet, et c'est ce que peuvent amener des startups. Le tout, pour les acteurs historiques et pour les territoires, est de réussir à considérer que l'expérience utilisateur, elle a de la valeur. Parce qu'il y a une question de partage de valeur. Donc, soit cette expérience utilisateur vient ajouter de la valeur. Aujourd'hui, on est prêt, pour les quelques bobos et autres acteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, à payer 1 euro, X euros pour utiliser 10 minutes une trottinette électrique à Paris. Tant mieux. C'est pas accessible à tout le monde que d'utiliser ça si vous tirez ça comme un outil de mobilité urbaine. Mais là, on est venu quand même générer de la valeur là où il n'y en avait pas. Il y a des gens qui sont prêts, il y a un marché pour utiliser quelques minutes une trottinette et en payant quelques euros. Et au final, c'est un business qui peut exister. Mais ça ne fera pas du business de masse. Donc quand on veut travailler sur la masse, ben, il y a une question qui est la clé du sujet. Et là où les lignes ont commencé à bouger, c'est qu'on a attaqué dans le dur de est-ce que je peux réserver depuis un autre service mon ticket de métro? Est-ce que je peux le faire en y gardant une certaine marge quand je suis une autre plateforme? La clé du sujet, elle est là. C'est vrai pour le métro, c'est vrai pour le bus, c'est vrai pour le train, c'est vrai pour tous les acteurs. C'est est-ce qu'on est prêt à partager cette valeur? Merci beaucoup. Donc on voit que l'innovation rentre dans les solutions. Le véhicule électrique aujourd'hui occupe une pleine place dans la mobilité. Je serais intéressé de savoir comment en fait on est passé de la simple proposition de valeur qu'est le véhicule électrique à aujourd'hui une solution de transport qui occupe toute cette place dans la mobilité. Et comment l'AVER en fait a procédé? Est-ce qu'elle est intervenue à ce stade? Je pense que avant tout c'est mettre en ligne plein de petits créneaux en fait qui sont extrêmement importants et qui font que finalement on passe d'une innovation à une solution réelle. Le premier point, c'est d'avoir une technologie qui devient mature. Donc c'était le cas pour la mobilité électrique. Le deuxième point, c'est en termes de contexte, qu'est-ce qui se passe? On est dans un contexte où il y a, on en parlait tout à l'heure, un impératif de décarboner l'économie et les transports, c'est quand même 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quand même une partie importante du problème. On est aussi dans un contexte au niveau urbain de problèmes de qualité de l'air et en France particulièrement prégnant parce qu'on a quand même 15 zones qui sont en cours de poursuite par la Cour de justice de l'Union européenne pour des problèmes de qualité de l'air. Et donc du coup, il y a plein de choses qui se sont mises en place en termes politiques. Donc comment on décarbone, enfin voilà, en gros c'est la partie transport en commun. Pour la partie transport individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour décarboner et avoir des modes de transport qui sont moins polluants au niveau de la qualité de l'air. On voit aussi émerger des questions de zones à circulation restreinte, de zones à faible émission, etc. Tout ça, en fait, fait que la solution aujourd'hui pour que les gens puissent se transporter en plus des transports en commun et de l'autopartage, c'est le véhicule électrique. Donc une fois qu'on a ce contexte-là mis en place, la question a été tout simplement de se dire, bon, maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire, comment on y va ? Parce qu'on a la partie véhicule électrique, mais après il y a toute la partie infrastructure, il y a la partie opérateur de mobilité, il y a les énergéticiens, il y a les territoires, les villes.
Et en fait, c'est là que l'AVER a un rôle à jouer assez important. C'est qu'en fait, comme je l'expliquais au début, on a à la fois les constructeurs, les équipementiers, les opérateurs de recharge, les opérateurs de mobilité, les énergéticiens et les territoires qui sont autour de la table. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aussi aux assises de la mobilité. On a eu les mini-assises de la mobilité en fait, chez nous sur la partie véhicules électriques. C'est que l'idée, c'est que tout le monde puisse se parler. Et en fait, à mesure qu'on avance et qu'on se rend compte qu'il y a des obstacles, si tout le monde est autour de la table, on arrive à trouver des solutions pour surmonter ces obstacles-là. Et je pense qu'aujourd'hui, même si bien sûr il y a encore des voies d'amélioration évidentes pour la mobilité électrique, typiquement en termes de maillage du territoire pour les infrastructures de recharge sur l'autoroute, même si ça va de mieux en mieux, mais concrètement, on y arrive petit à petit en levant frein après frein réglementaire et fiscal. Voilà. D'accord, un rôle d'agrégateur et de collaboratif. Alors on parle de Smart City, de villes, elles ont un rôle important dans la mobilité. Raphaël, comment vous travaillez avec les villes en tant qu'opérateur et comment vous mettez en œuvre justement l'innovation avec elles? Alors d'abord, on ne fera rien sans les villes. Rien. On parlait beaucoup d'orchestration, d'intégrateur. L'orchestrateur et l'intégrateur de tout ça, c'est la ville. Et on le voit bien déjà aujourd'hui parce que quand il y a une volonté d'innover, je pense à des villes, si je prends la France, comme Rouen, comme Mulhouse, comme Grenoble, si je vais regarder plus loin, comme San Francisco, quand les autorités publiques ont décidé de s'emparer du sujet, ça fait une réelle différence. On fera rien sans les villes parce que tout d'abord, c'est les villes qui financent. On ne le rappelle pas assez, mais l'industrie du transport est une industrie essentiellement pas rentable. Et on peut avoir l'impression que tous les nouveaux services de mobilité le sont, mais la réalité qui est derrière, c'est qu'en 2017, le montant de financement privé qui est allé vers les startups qui sont en B2C directement était supérieur aux subventions publiques aux États-Unis. Donc ça voulait dire que quand vous preniez un Uber, vous étiez plus sponsorisé par les fonds de private equity qui soutenaient Uber que lorsque vous montez dans le bus, dans les transports en commun publics. Voilà. Tout ça, ça n'aura qu'un temps, je pense, malheureusement. Enfin, moi, je veux bien continuer de voyager gratuitement sur le dos des fonds de private equity, mais je ne pense pas que ça va durer. D'une part, et donc ça va forcément amener un rééquilibrage qui fera que les moyens de transport non subventionnés vont augmenter en prix. Ça, c'est le premier truc. Donc on a besoin du financement des villes. On a besoin de l'accès à leurs infrastructures, que ce soit pour le véhicule autonome, que ce soit pour... je voyais qu'à San Francisco, ils ont créé des espaces réservés pour que justement les VTC puissent se garer sans faire d'obstruction sur la circulation. Toutes sortes d'infrastructures qui vont être essentielles pour la connectivité et l'efficacité de tous les transports publics va être nécessaire. Et puis enfin, on ne pourra pas faire sans les villes parce que les villes ont un pouvoir réglementaire sur la pollution, sur le bruit, sur l'environnement et surtout sur la donnée qui est essentielle pour orchestrer tout cela. Donc on ne fera rien sans les villes. Ensuite, ça ne veut pas dire que les villes doivent tout faire. Ça, c'est un autre sujet. Et notre positionnement historique et ce en quoi on croit dur comme fer, c'est que les villes doivent s'entourer des bons intégrateurs et des bons opérateurs qui sont capables de les appuyer, parfois en chef d'orchestre, quand bien même les villes possèdent la salle de concert. Le chef d'orchestre, elle pourrait déléguer l'orchestration de l'ensemble de ces flux de mobilité dans ces différentes dimensions. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être on va poser une question rapide dans la salle? Si quelqu'un veut poser une question, on va vous donner la parole. Sinon, on va conclure cette deuxième table ronde, très très riche. Est-ce qu'il y a une question? Non, on va remercier tous nos intervenants pour vos contributions. C'était très très riche et très intéressant. Nous, dans le cadre, en fait, cette matinale a été organisée dans le cadre des actions que nous menons sur le CES et de l'acculturation à la révolution numérique. La mobilité, Smart City sont un des sujets tendance, hein, vous en doutez bien. Je vais laisser Amel conclure rapidement.
Oui, en quelques mots, parce qu'on a allègrement débordé, et désolé pour tous et pour nos intervenants aussi. En tout cas, je voulais simplement déjà remercier nos intervenants de cette table ronde et celle de la précédente aussi. On voit que c'est un sujet qui bouge beaucoup, sans jeu de mots. La mobilité se transforme, c'est un écosystème avec des nouveaux acteurs, des acteurs historiques qui sont en train de beaucoup évoluer. Donc, le sujet est passionnant et je vous remercie à nouveau d'avoir été avec nous cette matinée. Merci à vous et merci à toute l'équipe qui nous a aidés à monter cette matinale également.